Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on plonge dans le monde d'une créature marine assez particulière, fascinante et aussi un peu effrayante. Oui, Physalia, Physalise, on la prend souvent pour une méduse, mais c'est bien plus complexe que ça. C'est ça. C'est pas un seul animal, c'est une colonie. Exactement. Un super organisme, un siphonophore en fait. Toute une colonie de polypes qui flottent ensemble. Et notre but aujourd'hui, c'est de comprendre un peu mieux comment cette vessie de mer, comme on l'appelle parfois, comment elle vit, quoi, comment elle navigue, se défend. Elle se reproduit, survit dans l'océan, c'est ça. Alors justement, la navigation. Comment ça marche pour un organisme qui flotte sans nageoire? Mais c'est assez ingénieux. Elle est ce qu'on appelle un pneumatophore. C'est le flotteur, rempli de gaz, y compris du monoxyde de carbone d'ailleurs. Ah oui, Et ce flotteur, il agit comme une voile. Il dépasse de l'eau, le vent le pousse. une sorte de petit voilier naturel. C'est un peu l'idée. Et elle peut même ajuster un peu sa crête par des contractions pour optimiser la prise au vent. Pas mal. Et j'avais lu quelque chose sur une asymétrie. C'est quoi cette Ah histoire? oui, ça c'est fascinant. Il y a des physaliques droitières et des physaliques gauchères. Droitière et gauchère? Comment ça? Selon l'orientation de leur voile par rapport au flotteur, elles ne dérivent pas tout droit dans le sens du vent. Elles dérivent à environ 45 degrés, soit vers la droite, soit vers la gauche du vent. D'accord. Et ça sert à quoi? Bah, imaginez un grand groupe de physalies poussées par le même vent vers une côte. Si elles allaient toutes tout droit, elles s'échoueraient toutes au même endroit. Ah oui, logique. Alors que là, avec cette asymétrie, une partie du groupe va partir à droite, l'autre à gauche. Ça disperse l'espèce, ça évite les échouages massifs. C'est une stratégie de dispersion passive, très efficace. Incroyable. Et si un danger arrive en surface, elle ne peut que flotter. Non, elle a une petite manœuvre d'évasion, elle peut contracter son flotteur, expulser un peu d'air et couler juste sous la surface pour un court instant. Malin. Bon, passons à la défense. C'est surtout pour ça qu'on la connaît et qu'on la craint un peu. Ces longs filaments. Oui, les tentacules. Ils peuvent être incroyablement longs, hein. Plusieurs dizaines de mètres, parfois jusqu'à 50 mètres. 50 mètres. Oui, oui. Et ils sont couverts de millions de nématocystes. Ce sont des cellules urticantes microscopiques. Des harpons, en quelque sorte. C'est exactement ça. Ils injectent un venin très puissant, un cocktail de neurotoxines, de cytotoxines. Ça paralyse les proies. Et chez l'humain, ça provoque des douleurs intenses et parfois des problèmes plus graves. Et le pire, c'est que même échouée, morte, elle reste dangereuse. Tout à fait. Les nématocystes peuvent rester actifs très, très longtemps après la mort de la colonie. Hmm. On parle de semaines, voire de 2 mois. Donc prudence sur la plage, même si elle a l'air desséchée. Absolument. Il y a aussi son camouflage, cette couleur bleutée, violette, translucide, et le fait qu'elle vive souvent en grands groupes, tout ça participe à sa défense. Mais malgré tout ça, elle a des prédateurs, j'imagine. Oui, heureusement. Et ils sont souvent très spécialisés. Il y a des tortues marines, comme la tortue kawan ou la tortue luth. Leur peau épaisse, notamment dans la gorge, les protège. Ah, les tortues. Et puis il y a des mollusques assez incroyables. Le fameux dragon bleu. Oui, Glaucus atlanticus, un petit nudibranche magnifique qui flotte sur le dos. Il mange les tentacules de la physialie. Et il n'est pas piqué. Non, et mieux encore, il récupère les nématocystes intacts et les stocke dans son propre corps, au bout de ses appendices. Il s'en sert ensuite pour sa propre défense. Il devient venimeux lui-même. C'est ça. Il y a aussi un autre gastéropode, Gentina gentina, un escargot violet qui flotte grâce à un radeau de bulles de mucus et qui mange aussi les physialies. Et on peut ajouter le poisson-lune, le mola mola, et certaines pieuvres. Cette adaptation du glaucus est waouh. Et on entend parfois que la diminution des tortues pourrait favoriser les physalies. C'est une hypothèse, oui, qui semble logique écologiquement. Moins de prédateurs comme les tortues, ça pourrait, en théorie, entraîner une augmentation des populations de physalie dans certaines régions. D'accord. Après, la survie, la défense, les prédateurs. Parlons reproduction. J'imagine que pour une colonie, c'est aussi assez spécial. Ah oui, c'est un cycle de vie assez complexe. Déjà, chaque colonie est soit mâle, soit femelle. On dit qu'elles sont dioïques. Ok, Pour la reproduction sexuelle, il y a des polypes spécialisés, les gonozoïdes, qui sont groupés en structures appelées gonodendres. des gonodendres. Et là, c'est assez étonnant. Ces structures se détachent de la colonie mère avant d'être complètement matures. Elles se détachent. Et elles vont où? Elles coulent. Elles descendent en profondeur, loin de la surface.
Pourquoi? C'est là, dans les profondeurs, que les gamètes spermatozoïdes ou ovules finissent de mûrir. La fécondation se fait ensuite dans l'eau, probablement quand plusieurs colonies se retrouvent. Ça donne un œuf, Un œuf qui va redonner une colonie. pas directement. L'œuf se développe d'abord en une petite larve nageuse, une larve planula, comme chez beaucoup de cnidaires. D'accord. Cette larve remonte ensuite vers la surface. Et là commence la phase asexuée. Par bourgeonnement, elle va construire une nouvelle colonie. D'abord, le flotteur, un polype pour nourrir, puis petit à petit tous les autres types de polypes spécialisés. Donc, un cycle en 2 temps, sexué en profondeur pour mélanger les gènes et asexué en surface pour faire grandir la colonie. C'est complexe, hein. Tout à fait. Il y a aussi une saisonnalité. La reproduction sexuée semble avoir lieu plutôt à l'automne et les jeunes colonies apparaissent au printemps suivant. Pour résumer un peu tout ça, la physalie, c'est pas juste une méduse dangereuse, c'est un super-organisme, une colonie flottante. Oui, elle navigue passivement mais super intelligemment avec sa voile et son asymétrie droite-gauche. C'est ça? Elle a un système de défense redoutable avec son venin, mais des prédateurs très spécialisés ont trouvé la parade. Tout à fait. Et enfin, un cycle de vie hyper élaboré qui combine reproduction sexuée en profondeur et multiplication asexuée en surface. Voilà, c'est une excellente synthèse. Ça montre bien l'adaptation incroyable de la vie dans le milieu pélagique, la pleine mer. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que ça nous laisse comme réflexion? Malgré tout ce qu'on sait, il reste encore beaucoup de mystères autour de la physalie. Qu'est-ce qui se passe vraiment pendant cette maturation des gamètes dans les grandes profondeurs? Comment ces toutes petites larves survivent et remontent? On ne sait pas tout, loin de là. Non. Ça nous rappelle que même pour des créatures qu'on peut voir en surface, l'océan garde une grande partie de ses sucrés. La complexité du vivant nous échappe encore largement.